Avez-vous déjà ressenti que la réalité vous glissait entre les doigts, comme si du jour au lendemain, le monde accélérait, imposant un rythme effréné où chaque événement chasse le précédent? Impossible de reprendre son souffle. Chaque matin, une nouvelle alerte, un nouveau drame, un scandale éclate jusqu'à brouiller la frontière entre l'exception et la routine. Prenons un exemple concret. Imaginez-vous au réveil, consulte votre téléphone. En l'espace de quelques minutes, vous lisez qu'un vol international a été dérouté en urgence, qu'une cyberattaque a plongé une ville européenne dans le noir, qu'un chef d'État a prononcé un discours menaçant et que, dans le même temps, une manifestation a dégénéré dans une capitale d'Asie centrale. Chacun de ces faits, pris isolément, aurait autrefois occupé les esprits durant des jours. Désormais, ils se succèdent dans le même fil d'actualité, noyant la capacité de chacun à distinguer l'important de l'anecdotique. Observez un instant. Frontières aériennes closes, ordre d'évacuation tombant sans préavis, menaces à peine voilées, scandales retentissants en Allemagne, tensions explosives en Chine, en Géorgie, partout en Asie centrale. S'agit-il seulement d'incidents épars ou assistons-nous à la propagation d'un phénomène planétaire qui ne laisse aucun répit? Pour illustrer cette question, rappelons-nous des événements de la crise des missiles de Cuba dans les années 60. À cette époque, les nouvelles arrivaient lentement, par radio ou journaux. Les populations avaient alors le temps de comprendre, de discuter, de débattre. Aujourd'hui, l'alerte d'un missile, réelle ou fictive, fait le tour du globe en quelques secondes et provoque des vagues d'angoisse immédiates, amplifiées par les réseaux sociaux. L'information ne se transmet plus, elle submerge. Les mots menace, urgence, sécurité résonnent en boucle, venant de voix officielles autrefois rassurantes. Scandale militaire, opération secrète, arrestation, manifestation. Tout s'enchaîne comme des dominos précipités, saturant la société d'alerte et laissant à peine la place à la réflexion. Prenons l'exemple du scandale Wirecard en Allemagne. En l'espace de quelques jours, un fleuron financier s'est effondré, entraînant la démission de responsables, l'arrestation de dirigeants et une onde de choc jusque dans les sphères politiques. Cette affaire, qui aurait pu occuper l'espace public durant des mois il y a quelques décennies, a été rapidement éclipsée par de nouveaux scandales et crises, laissant à peine le temps d'en mesurer les conséquences. Ce ne sont plus de simples crises qui se succèdent. Nous sommes entrés dans une ère où chaque image, chaque rumeur, chaque décision devient une arme. La perception du réel se fissure, pilonnée par une avalanche d'informations anxiogènes, jusqu'à douter de tout, du vrai et du faux, de ce qui importe vraiment. Il suffit de regarder l'emballement médiatique qui a suivi la publication d'une simple vidéo sur les réseaux sociaux montrant un incident diplomatique entre deux dirigeants. En quelques heures, la vidéo est partagée des millions de fois, déformée, montée en boucle et interprétée de mille façons. Les analyses s'enchaînent, les commentaires s'entremêlent, créant un brouhaha où la vérité se dissout. Dans ce chaos, une question obsédante surgit. Sommes-nous encore maîtres de notre discernement ou sommes-nous déjà en train de le perdre sans le savoir? Céder à la confusion, c'est se rendre vulnérable à la peur, à la manipulation et à la haine ordinaire. Mais alors, quelle force agit derrière cette accélération? Est-ce un simple hasard ou le symptôme d'un bouleversement plus profond? Pour saisir ce qui se joue vraiment sous la surface, il faut pénétrer au cœur du mécanisme. Ce mécanisme d'accélération n'est pas le fruit du hasard. Pour le comprendre, il faut déchiffrer les logiques qui s'entrecroisent dans l'ombre. Pourquoi avons-nous cette impression persistante que le monde accélère sans fin, que la logique semble avoir disparu? Ce sentiment n'est pas une illusion, il révèle une rupture profonde dans notre rapport au temps, à l'information et à la réalité elle-même. À titre d'exemple, regardez l'évolution de la façon dont nous consommons l'information. Autrefois, la lecture du journal du matin structurait la journée. Aujourd'hui, les notifications incessantes sur nos smartphones créent une sensation de flux permanent, d'urgence continue, où chaque événement en chasse un autre avant qu'on ait pu en saisir la portée. Il n'y a pas si longtemps, les grandes crises se déroulaient sur plusieurs années. Les sociétés pouvaient le comprendre, débattre, réagir. Aujourd'hui, tout s'emballe en quelques heures, parfois en quelques instants. Du matin au soir, l'actualité mondiale bondit d'une urgence à l'autre, sans répit et sans cohérence. Revenons à la crise financière de 2008. Elle s'est étalée sur plusieurs mois, permettant au gouvernement, aux médias et à la société de réagir, d'analyser, de proposer des solutions. À l'inverse, la crise du Covid-19 a vu des annonces, des contre-annonces, des mesures et des rumeurs se multiplier à une vitesse jamais vue, créant une confusion telle que beaucoup ont perdu confiance dans les autorités et les médias. Nous sommes entrés dans ce que l'on pourrait nommer le mode surcharge.
Les événements se succèdent si vite que notre esprit n'a plus la capacité de les digérer. À peine le temps de saisir la portée d'une annonce qu'une autre, tout aussi brutale, chasse la précédente. Ce rythme effréné provoque un effet kaléidoscopique. L'information ne nous atteint plus de façon continue, mais par fragments éclatés, isolés, presque impossibles à relier. Nous recevons 1000 éclats de vérité, mais le tableau d'ensemble se brouille. Un exemple frappant, lors d'un sommet international, plusieurs déclarations contradictoires sont diffusées presque simultanément par différentes sources. Les citoyens, les analystes, même certains diplomates, finissent pas par douter de la réalité des faits, tant les versions divergent et se contredisent. Le résultat, ce n'est plus seulement la peur qui domine, mais la désorientation. Nous perdons peu à peu nos repères, incapables de distinguer le vrai du faux, le début de la fin. Cette confusion nourrit une anxiété collective, qui chaque jour érode notre discernement et notre capacité d'action rationnelle. Le danger devient palpable. À force d'absorber cette saturation et cette fragmentation, nous risquons la paralysie mentale. Nous nous exposons à la confusion, à la perte de jugement, jusqu'à l'impossibilité d'agir sainement face aux crises qui s'amoncellent. Pourtant, ce n'est que la surface du problème. Derrière ce flot ininterrompu, un phénomène bien plus sournois se met en place. L'information elle-même se transforme en arme, et ce tumulte n'est que le prélude à une dérive plus profonde. Comment en sommes-nous arrivés là ? Et surtout, qui profite réellement de cette confusion généralisée. Et si le vrai danger n'était pas ce qui se passe, mais ce qu'on nous fait croire qui se passe, l'arme majeure du XXIe siècle n'est plus la puissance brute, mais la manipulation de la perception collective. Prenons le cas du supposé attentat contre le président russe. Aucune preuve tangible, pas de débris, aucune chronologie nette. Moscou accuse, Kiev rejette tout en bloc, dénonçant une provocation. Entre les deux, un vide opaque, manque d'informations, incertitude partout. Dans cette brume, la rumeur dépasse la réalité. Elle devient un test, déplaçant insidieusement la frontière de l'acceptable. Faire circuler la possibilité d'un attentat, même sans preuve, suffit à déplacer la ligne rouge. Ce qui paraissait impensable hier devient discuté aujourd'hui. Le doute s'insinue dans les sphères politiques et militaires, forçant les dirigeants à réagir, à mobiliser, à se justifier. Même infondée, une rumeur force les systèmes de défense à se mettre en alerte. Les mots riposte, sécurité, menace se multipliant, chaque camp se sent obligé de préparer le pire. L'escalade ne repose plus sur des faits, mais sur des soupçons. L'inconnu nourrit la peur fait accepter l'exception. Peu à peu, la norme bascule discrètement vers l'arbitraire et la violence banalisée. Pour illustrer ce mécanisme, souvenons-nous de la crise des armes de destruction massive en Irak au début des années 2000. Des informations floues, des rumeurs, des rapports jamais totalement vérifiés ont suffi à justifier une intervention militaire massive, avec des conséquences dont le monde subit encore les contre-coups aujourd'hui. Là se trouve le vrai risque, être conditionné à accepter l'inacceptable, presque sans s'en rendre compte. Quand la réalité devient floue, tout devient possible, même ce qu'on croyait impensable hier. Notre discernement s'émousse, la société se fragmente, la rumeur fissure la confiance collective et pousse chacun à choisir un camp, parfois sans conviction. Dans cette guerre de l'incertitude, il ne s'agit plus seulement de territoire, mais de gagner l'esprit des citoyens. Ne pas voir cette dynamique, c'est risquer de voir la société glisser insidieusement vers des abîmes dangereux. Mais ce brouillard informationnel ne surgit pas par hasard. Il est le symptôme d'une accélération plus vaste, où la confusion devient une arme et la peur un outil politique. Quand la frontière entre la menace et la réalité disparaît, que reste-t-il de notre sécurité ? Le brouillard de la guerre informationnelle devient si épais qu'il engloutit nos repères. Ce qui paraissait improbable hier s'impose aujourd'hui, lentement, comme une fatalité presque inévitable. La rhétorique officielle se transforme à vue d'œil. Les mots diplomatiques cèdent la place aux ultimatums. Les échanges polis virent à la surenchère. À chaque déclaration, dirigeants et porte-parole durcissent le ton, maniant la peur comme une arme et la parole comme une munition. La limite entre négociation et intimidation disparaît peu à peu. Sur le terrain, les signes de rupture irréversibles se multiplient. Ici, des ponts sautent ou sont minés. Là, on organise des évacuations massives. Ailleurs, on coupe l'électricité ou l'eau. Les infrastructures qui assuraient de force et stabilité deviennent des leviers de pression, puis des cibles. La vie ordinaire se suspend brutalement, remplacée par une routine d'alerte et d'attente. On peut comparer cela à la situation de la France durant la Seconde Guerre mondiale, lorsque la routine quotidienne s'est vue bouleversée du jour au lendemain par l'occupation, les restrictions, les alertes de bombardement.
Aujourd'hui, la sensation de basculement est moins visible, mais tout aussi réelle, tapie dans l'inquiétude constante qu'un événement imprévu n'arrive. Dans cette nouvelle équation, le citoyen ordinaire se retrouve simple variable sacrifiable. Son quotidien, ses libertés, ses certitudes sont soumis à une logique qui le traite non plus comme un individu, mais comme une ressource à déplacer, protéger ou sacrifier selon l'urgence. Acheter du pain, emmener ses enfants à l'école. Chaque geste banal devient lourd d'incertitude. En Europe, la déstabilisation gagne du terrain. En Allemagne, l'armée est secouée par des scandales. Des failles de sécurité font la une, des arrestations éclatent. Le sentiment de vulnérabilité se diffuse, renforçant l'idée que nul n'est à l'abri. Les dispositifs censés nous protéger révèlent leurs propres fissures, accélérant la défiance et la peur. Face à cette normalité angoissante, la préparation à la catastrophe n'est plus marginale. Elle devient presque un réflexe. Kit de survie, plan d'évacuation, réserve d'eau et d'énergie. Chacun s'adapte, parfois en silence, à l'idée qu'un basculement peut survenir à tout instant. Ce n'est pas seulement la peur qui s'installe, mais une acceptation résignée de l'incertitude. Pour illustrer ce phénomène, on peut citer le regain d'intérêt pour les groupes de survivalistes, ou encore les ventes records de générateurs électriques, de lampes à dynamo ou de produits de longue conservation dans de nombreux pays européens depuis 2021. Le risque ultime, c'est d'adopter la logique du siège, vivre en alerte constante, perdre notre résistance collective et individuelle. Si nous acceptons cette réalité, nous abandonnons peu à peu ce qui fait la force d'une société libre. Confiance, solidarité, pensée critique. Ce glissement ne se fait pas du jour au lendemain, mais il s'amorce déjà. Dans ce paysage anxiogène, la question demeure. Que pouvons-nous opposer, seuls ou ensemble, à la tentation du repli ou de la peur ? Pour résister à cette spirale, il ne suffit pas de se préparer matériellement. Il faut aussi cultiver d'autres formes de résilience, plus invisibles mais tout aussi vitales. Comment ne pas céder à la peur et à la haine quand tout semble conspirer à nous diviser ? Dans ce monde où l'incertitude règne, la question n'est plus théorique. Elle conditionne notre avenir commun. Il faut d'abord comprendre la mécanique qui s'installe. La personnalisation et la stigmatisation sont devenues des armes redoutables. La haine n'est jamais anodine. Elle sert à détourner l'attention, à isoler, à canaliser la peur vers des cibles faciles. Ceux qui orchestrent ce climat savent que désigner un ennemi, c'est désamorcer la réflexion collective. Résister, c'est refuser la logique du bouc émissaire. L'exclusion, quand elle devient réflexe, ne protège jamais. Elle prépare le terrain à l'arbitraire et renforce l'autoritarisme. À chaque fois que l'on accepte l'idée que diviser, c'est sécuriser, on sape les fondements de la justice. Aujourd'hui, laisser s'installer la haine, c'est ouvrir la porte à d'autres exclusions demain. Pour illustrer cela, souvenons-nous de la montée des extrémismes dans l'Europe des années 30. À chaque crise, des boucs émissaires étaient désignés, les sociétés se sont repliées sur elles-mêmes, la peur a justifié l'injustifiable. Le résultat fut la guerre, la déshumanisation, la perte de repères collectifs. Le courage, aujourd'hui, c'est garder la tête froide, ne pas se laisser entraîner par la panique médiatique, questionner, douter, refuser l'indignation automatique, entretenir l'empathie pour ceux que l'on voudrait nous faire détester, dialoguer même là où tout pousse au soupçon et au silence. C'est difficile, mais c'est là que se joue notre humanité véritable. Dans la pratique, cela signifie prendre le temps de vérifier les informations avant de les partager, d'écouter les témoignages différents du sien, de refuser de céder à l'appel du sensationnel. Cela exige parfois du courage, surtout quand la majorité semble déjà avoir choisi son camp. Ne jamais oublier, la division est rarement accidentelle. Souvent, elle est fabriquée, entretenue, instrumentalisée. Même si les repères vacillent, il subsiste un fil rouge, le lien humain. Refuser l'indifférence, c'est rappeler que l'autre, même dans la tempête, reste un semblable, vulnérable, digne de solidarité. Notre force collective, c'est la capacité à se protéger mutuellement face à l'isolement imposé. Prenons l'exemple de la Norvège après les attentats d'Oslo en 2011. Plutôt que de céder à la peur et à la haine, les Norvégiens ont choisi l'ouverture, le dialogue, la solidarité. Ce choix n'a pas effacé la douleur, mais il a permis d'éviter le piège du repli et de l'exclusion. Le vrai risque n'est pas simplement la peur immédiate, c'est la perte de ce qui fait de nous une société. Solidarité, esprit critique, main tendue plutôt que doigt accusateur. Si nous oublions cela, l'irréparable peut survenir sans que nous en soyons conscients. Mais comment retrouver ce fil rouge quand tout s'effrite autour de nous ? Il existe encore à portée de main pour peu que l'on choisisse d'y croire et de l'entretenir. Quelques pistes concrètes existent.
Chacun peut s'efforcer de diversifier ses sources d'informations, de s'informer auprès de médias indépendants et de remettre en question ses propres certitudes. À l'échelle collective, soutenir des associations de médiation, de dialogue interculturel ou des initiatives citoyennes favorisant le débat apaisé deviennent des actes de résistance. Demain n'est pas tracé. Et si c'était à nous de refuser que la peur et la haine deviennent la norme? Ne sous-estimons pas le pouvoir des gestes ordinaires. Maintenir des liens de voisinage, s'impliquer dans des activités locales, se rendre disponible pour écouter et soutenir ceux qui en ont besoin. L'histoire regorge d'exemples où ces petites solidarités ont permis de résister au pire. Se résigner à l'accélération du chaos ou accepter l'armement de l'information comme une fatalité, c'est abandonner peu à peu notre liberté de choisir, de comprendre, de résister. La passivité, même muette, prépare le terrain à la banalisation de l'inacceptable, à l'installation sourde de la défiance et de la haine ordinaire. Ce monde éclaté ne nous impose pas la résignation, mais appelle à une vigilance partagée. Refuser de se laisser engloutir par la vague d'informations contradictoires, c'est déjà un acte de clarté. Il faut chercher du sens dans les détails, les silences, les nuances, et s'y accrocher ensemble, sans jamais oublier notre humanité commune. Ce ne sont ni les cris des puissants, ni l'emballement des crises qui doivent guider nos actes, mais notre capacité à discerner et à nous épauler. La solidarité, la recherche sincère de vérité et l'entraide restent nos meilleures armes pour ne pas devenir les pions des récits imposés. Chaque geste lucide, chaque question sincère, chaque main tendue est un barrage contre l'ordinaire violence. Nous pouvons choisir de ne pas nourrir la spirale de la peur. Refuser la haine commence par des gestes simples. Écouter, questionner, prendre soin de soi et des autres. Ce n'est pas une naïveté, c'est une nécessité vitale. La passivité d'aujourd'hui dessine les contours du pire scénario de demain. À chacun de rester vigilant, d'être veilleur dans la tempête, pour rappeler que l'avenir n'est jamais scellé dans l'ombre. Enfin, n'oublions jamais que la lucidité n'est pas synonyme de pessimisme. Être lucide, c'est refuser le confort du déni, mais aussi croire en la possibilité de l'espoir. Si l'histoire humaine est une succession de crises, elle est aussi faite de redressement, de réveil, de renaissance. À chaque époque, des hommes et des femmes ont refusé la fatalité et choisi de bâtir, de réunir, de pardonner. Aujourd'hui, il nous appartient de cultiver cette force tranquille, celle de la confiance, du dialogue, de la patience. Face au vacarme, choisir l'écoute. Face à la peur, choisir la solidarité. Face à la confusion, choisir la clarté. Ce sont là les vrais gestes de résistance, ceux qui permettent de traverser la tempête sans y perdre notre âme. En conclusion, la meilleure arme contre l'accélération du chaos n'est ni la fuite ni la résignation, mais la vigilance, la solidarité et le courage de rester humain, coûte que coûte.